Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 10 octobre, nous sommes devant l'Organisation des Nations Unies sur la place des Nations. Regardez, vous avez la chaise cassée juste en face. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Je voulais vous faire cette petite visite aujourd'hui devant l'Organisation des Nations Unies, à quelques pas de l'OMS et de Gavi, puisque toutes les organisations internationales se concentrent dans le même coin. Donc je voulais faire cette historique et puis vous faire un petit lien, vous expliquer un petit peu le lien avec ce qui se prépare en coulisses, enfin plus tellement puisque maintenant le projet est affiché de plus en plus explicitement, de nouvel ordre mondial. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, est née donc le 24 octobre 1945 à la suite de la conférence de San Francisco qui a permis de mettre en place la Charte des Nations Unies qui a été en fait ratifiée le 24 octobre 1945, mais qui n'était pas en fait le début du processus de cette mise en place du nouvel ordre mondial, puisque la Société des Nations avait déjà été mise en place par le président américain Woodrow Wilson, qui avait également permis l'installation de la Fed, la Federal Reserve, le consortium de banques privées qui tient lieu de banques centrales aux États-Unis et qui fait la pluie et le beau temps avec le dollar dans le monde. Donc la SDN, Société des Nations, avait été mise en place en 1919 et avait pour objectif affiché une paix durable, ce qui n'a pas forcément complètement marché puisque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté 20 ans plus tard en 1939. Le président Franklin Roosevelt, cette fois, a fait une déclaration et a prononcé pour la première fois le terme de Nations Unies le 1er janvier 1942 avec 26 pays, les 26 pays alliés qui étaient tous en faveur de la défaite des puissances de l'Axe qui sont l'Allemagne, le Japon et l'Italie durant donc la Deuxième Guerre mondiale. Et cette déclaration a finalement abouti sur la Charte des Nations Unies qui a été ratifiée donc le 24 octobre 1945 avec le dernier participant, la Chine. Et à ce moment-là déjà, les 5 pays qui avaient le droit de veto sur les décisions mondiales qui allaient constituer ensuite le Conseil de sécurité avaient déjà leur mot à dire. Il s'agit de la Russie, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine, de la France et voilà, il y a 5 pays. Je laisse passer les motos parce qu'il y a un petit peu de bruit, je me déplace un petit peu pour la lumière. Mais revenons un petit peu en arrière pour parler de justement ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, ce que j'aurais bien voulu apprendre à l'école, mais que j'ai découvert ensuite par mes propres moyens. Il s'agit du rôle de IG Farben. Tout le monde, je pense, en a entendu parler, puisqu'il s'agit du consortium de pharmacie, pharmaceutique et chimique, comprenant donc BASF, AGFA, Hoechst et Bayer. Vous savez, le fameux Bayer qui a absorbé Monsanto en juin 2018. Et oui, toujours lui. Eh bien, ce consortium, financé par la Standard Oil, vous vous rappelez, Standard Oil, donc c'était la famille Rockefeller, c'était John Davison Rockefeller qui avait fondé cette entreprise de pétrole monopolistique. Et donc la Standard Oil a permis de financer IG Farben qui par la suite a construit des camps de travail qui se sont transformés en camps d'extermination. Par exemple, il y a le camp de Monowitz-Buna, qui est un sous-camp de dépendants d'Auschwitz qui appartenait à IG Farben. Et IG Farben recevait des prisonniers de la part du gouvernement nazi qui travaillaient donc gratuitement, qui finissaient dans les chambres d'extermination de ses dirigeants. Alors, IG Farben permettait de fabriquer du caoutchouc, des matières synthétiques, du pétrole synthétique également, des antibiotiques, du gaz sarin et le fameux Zyklon B avec sa filiale Degesch. Voilà. Paul Warburg, qui a joué un rôle prépondérant dans la mise en place de la Fed, vous voyez, tout est un petit peu lié, a également fait partie du conseil d'administration de IG Farben et au procès de Nuremberg, ce sont exclusivement les dirigeants d'IG Farben, en fait 24 en tout, seulement 24, qui sont arrivés au procès, qui ont été condamnés
qui ont été accusés puis condamnés pour seulement 19 d'entre eux. Donc il y a eu 12 condamnations à mort et 7 peines de prison à perpétuité. Voilà pour ce qui est de la petite rétrospective sur IG Farben. Revenons à l'ONU. L'ONU comprend donc 193 pays, donc quasiment la totalité des pays dans le monde. Il y en a à peu près 201 ou 210, ça dépend des sources. Et puis, en comptant les territoires, bien sûr. Et donc se compose de plusieurs fonds de financement, dont l'UNICEF, d'organisations spécialisées comme l'OMS, le FMI et la Banque mondiale, et également des organisations apparentées dont fait partie l'OMC, qui ne se trouve d'ailleurs pas très très loin, un peu plus loin, vers le lac là-bas. Donc là, on est entre l'entrée sud et l'entrée ouest de l'ONU, et je reprendrai ma route tout à l'heure, après les quelques citations que je voulais vous donner. Donc l'ONU, revenons toujours à elle, a 4 sites. On a celui de New York, le plus important, celui de Genève où nous sommes ici, celui de Vienne et celui de Nairobi au Kenya. Et son organe décisionnel est le Conseil de sécurité dont je faisais état tout à l'heure, dont les 5 membres permanents sont précisément ceux dont je parlais avant, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc ces 5-là ont le droit de veto sur toutes les décisions qui sont prises à l'ONU, donc en termes de sanctions financières ou économiques et en termes d'envoi des casques bleus par exemple dans des pays en guerre. Donc je rappelle juste, pour juste se fixer les choses, que le but de l'ONU est de maintenir la paix dans le monde, mais que depuis son implémentation officielle en 1945, il y a eu 86 guerres, dont 36 toujours en cours aujourd'hui. Donc le but n'est pas forcément atteint, et je rappelle aussi que durant l'épisode, enfin disons, la période 1 an et demi de Gilets jaunes, on a pu assister à des violences policières sans nom, des yeux arrachés, des mains estropiées et des meurtres également, et que 2 dossiers ont été déposés à l'ONU, l'un le 20 février, l'autre le 31 août 2019, où nous avions organisé la chaîne humaine, rappelez-vous, et aucun de ces dossiers n'a abouti sur ni des sanctions, ni des réparations, ni des déclarations officielles d'excuses et de récompenses des personnes qui avaient été estropiées, ou en tout cas un hommage qui leur aurait été fait. Rien de tout cela n'a été produit, et pourtant l'ONU se prétend garante de la paix. Je rappelle aussi que les bombardements du gouvernement israélien sur la bande de Gaza et la colonisation qui a lieu depuis 1948 sont toujours en cours 72 ans après. Donc je me demande ce que fait l'ONU. Les actions officielles donc de cette organisation sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, donc à discuter puisqu'elles ne sont pas tout à fait atteintes, disons, ces 2 objectifs-là. Protéger les droits humains, fournir de l'aide humanitaire, promouvoir le développement durable, et nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette vidéo, et garantir le droit international. Ce que l'ONU fait pour changer le monde, il y a 11 points qui sont officiellement affichés, dont celui qui concerne le Covid-19. Donc les Nations Unies luttent contre les pandémies, dirigent la réponse mondiale face à la flambée sans précédent de Covid-19 et couvrent les besoins en vaccins de 50% des enfants dans le monde. Nulle part il n'y est question de booster le système immunitaire, de préserver les nappes phréatiques, de permettre à réduire les égalités de salaire et de conditions de vie, ou alors j'ai mal lu. Maintenant, faisons le lien avec le nouvel ordre mondial. En 2008, une initiative voyait le jour et initiée par donc Jaime Ilian, je ne sais pas exactement comment ça se dit, Jaime Ilian, qui est un banquier qui a travaillé à la Deutsche Bank entre autres, qui est fondateur du concept de happitalisme. Le happitalisme, c'est un nouveau paradigme économique qui se dit promoteur de bonheur, de bien-être et de liberté. Donc nous attendons de voir, et donc dans ce projet il y a également Ndaba Mandela, le petit-fils de Nelson, qui lui est ambassadeur de UNAIDS, l'une des organisations spécialisées de l'ONU qui se concentre sur la lutte contre le sida. Donc ces 2 personnes ont mis en place le projet qui s'appelle le projet Nouvel Ordre Mondial des Nations Unies en 2008 pour atteindre les 17 buts du développement durable d'ici à 2030, et également le bien-être, la liberté et le bonheur d'ici 2050. Alors moi j'aimerais savoir de quoi sont faits cette liberté, ce bonheur et ce bien-être, puisque
Nous le verrons plus tard, on parle plutôt de projets militaires, de surveillance et de technologie. Le rôle également des Nations Unies dans la promotion d'un nouvel ordre mondial a été mis en valeur en 2000 à la demande du pays du Guyana, qui, à la 55e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a demandé donc quel était le rôle précisément des Nations Unies dans la promotion du nouvel ordre mondial depuis 2000. Donc le projet ne date pas d'avant-hier. Il y a également un article du Guardian, si je ne m'abuse, qui... non, pardon, pas du Guardian, du Foreign Affairs, qui date de 1991, qui a été écrit par Bruce Rosset et James Sutherland, qui est l'ancien directeur du bureau exécutif du secrétaire général des Nations Unies, qui disait que le nouvel ordre mondial envisagé par les présidents Bush et Gorbatchev serait fondé sur l'état de droit et le principe de sécurité collective. Et très important, écoutez bien la fin, ce principe implique nécessairement la possibilité de mesures militaires d'application par les Nations Unies. Alors expliquez-moi juste comment on peut faire converger le militaire avec la paix, je me le demande. Voilà donc de quoi il s'agissait en 91. Et maintenant je vais passer à quelques citations qui ont été prononcées par certains présidents et hommes d'influence que vous connaissez tous. Je commencerai par Paul Warburg, vous savez le personnage qui avait un rôle dans IG Farben et qui était également le premier président du CFR. Le CFR, c'est le Council of Foreign Relations de la famille Rockefeller, de John D. Rockefeller. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Gavi. Et qui a travaillé également pour promouvoir la réserve fédérale. Comme quoi, toutes ces coïncidences sont très intéressantes. Donc, il nous dit, en 1920, quand même, ça date pas d'hier, nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question sera de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. Donc ça, c'est ce que nous disait Paul Warburg en 1920. Puis, nous avons Henry Kissinger qui nous disait assez récemment, il faut que je le retrouve, donc très récemment même, le 9 avril, et je l'avais déjà cité dans ma vidéo de Gavi, il disait « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial ». Voilà. Il disait également que, voilà, aujourd'hui, l'Amérique serait outrée si les troupes des Nations Unies entraient à Los Angeles pour restaurer l'ordre. Demain, ils en seront reconnaissants. Ceci est particulièrement vrai s'il leur était dit qu'un danger extérieur, faites le lien, qu'il soit réel ou promulgué, menace leur existence. C'est alors que les peuples du monde demanderont à être délivrés de ce mal. L'unique chose que tous les hommes craignent est l'inconnu. Confrontés à ce scénario, les droits individuels seront volontairement abandonnés au profit de la garantie de leur bien-être, assurée par qui? Par le gouvernement mondial. Henry Kissinger, je rappelle, était membre du groupe Bilderberg, du fameux CFR et de la commission trilatérale, toutes les trois issues de la famille Rockefeller. Donc d'abord John D. Rockefeller, John Davison Rockefeller, puis pour ce qui est du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale par le petit-fils David Rockefeller qui justement nous disait ces phrases suivantes. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est une bonne crise majeure et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Une bonne crise majeure, je vous rappelle qu'on traverse une crise qui dure depuis 8 mois, qui s'appelle le Covid-19. Il disait également cette phrase que j'ai retenue, disons que je voulais absolument vous citer parce qu'elle est un petit peu longue mais elle est très très significative et elle s'adresse également aux médias. Faites des liens s'il vous plaît. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à quoi? À l'autodétermination nationale, donc à la souveraineté nationale, avec des gouvernements, ce qu'on a actuellement, pratiqué dans les siècles passés. Voilà pour ce qui est des citations des mondialistes. Et puis maintenant, j'en viens au président
qui nous ont annoncé tout cela de façon assez claire depuis plusieurs décennies. On a par exemple le père Bush, George Bush, qui nous parlait le 11 septembre 1990 devant le Congrès américain. Il nous disait « Lorsque nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel ordre mondial, un ordre régi par un conseil crédible qui tiendra enfin son rôle et maintiendra la paix, afin d'accomplir la promesse et la vision des fondateurs des Nations Unies. » Vous voyez le lien ? Puis Nicolas Sarkozy lui emboîtait le pas le 16 janvier 2009 à l'Élysée à Paris et il a scandé son discours avec ces mots « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Je vous laisse réfléchir. François Hollande réitérait l'exercice en disant en 2012, le 25 septembre 2012 à l'AG, à l'Assemblée Générale de l'ONU, « La France veut que l'ONU soit le centre, le cadre de la gouvernance mondiale. » Emmanuel Macron lui emboîtait de nouveau le pas également à l'Assemblée Générale de l'ONU, mais cette fois en 2018, le 25 septembre. Il a rappelé la nécessité de s'attaquer aux causes des déséquilibres mondiaux que sont les inégalités, pour pouvoir bâtir un nouvel ordre mondial. Barack Obama, j'ai oublié de vous le citer, il disait donc celui-ci en 2015, quant à l'ordre international, cette fois il ne l'appelle pas le nouvel ordre mondial, il l'appelle l'ordre international, quant à l'ordre international que nous avons élaboré pour les générations à venir, les hommes et les femmes ordinaires ont un esprit trop étroit pour gérer leurs propres affaires. C'est quand même fort de dire ça, hein ? Cet ordre et ce progrès ne peuvent venir que par la soumission complète des individus et de leurs droits à un souverain tout-puissant. Donc là, Barack Obama ne s'est pas gêné avec les mots, il a été extrêmement explicite. Il explique que les hommes et les femmes ne sont pas aptes à s'occuper de leur vie et qu'il faut un souverain au-dessus d'eux pour s'en occuper à leur place avec leur complète soumission. Je rappelle aussi que Netanyahou, en mai de cette année, a dit qu'il utilisera les nouvelles technologies jusque-là jamais utilisées. Je fais le lien avec les puces, les fameuses puces, vous savez, pour lesquelles on me dit que je suis une complotiste. Donc il disait, des puces sous-cutanées seront implantées dans le corps des enfants. Il disait également, les dirigeants des pays ont réalisé que c'était le bon moment pour créer le nouvel ordre mondial. Je complète avec Jacques Attali, vous savez, l'homme qui murmure à l'oreille des présidents depuis Mitterrand. Il a dit le 3 mai 2009 dans son billet d'humour, pardon, pas d'humour parce que malheureusement c'est pas de l'humour, dans son billet d'humeur de l'Express, il disait ceci. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons pour qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitables des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Et il ajoute en septembre 2010, on peut rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Voilà ce qu'il nous prépare. Je finirai avec cette intervention de Vladimir Vassilievitch Kvashkov, difficile à dire, ex-agent du renseignement russe, qui nous disait il y a quelques mois: ce coronavirus est une stratégie politico-économico-militaire pour contrôler et réduire la population. Je ne fais que citer des personnes qui se sont exprimées. On a pu regarder, en tout cas moi j'ai eu l'occasion de voir cet extrait sur Fox News récemment, qui disait que l'OMS dit que le Covid-19 ne concerne pas un virus, il s'agit de changer notre société. Tedros Adhanom Ghebreyesus, donc vous savez le grand patron de l'OMS qui se trouve pas très loin là-bas,
disait « Nous ne le ferons pas, nous ne pourrons pas revenir en arrière. La pandémie de coronavirus a donné un nouvel élan à la nécessité d'accélérer les efforts pour répondre au changement climatique. » Que vient faire le changement climatique dans l'histoire? Eh bien, le changement climatique a la même vocation que le Covid-19. Les deux sont un prétexte utile pour le contrôle social des masses. Et je vous renvoie aux 17 buts du développement durable à mettre en place avant 2030, qui est aussi un projet de la clique de Bill Gates, de Al Gore et de tous ces mondialistes pour nous mettre sous contrôle. Voilà. Donc maintenant, moi j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que nous décidons de faire? Est-ce que nous sommes prêts à troquer notre liberté et notre responsabilité contre leur sécurité, leur peur et leur dépendance? Est-ce que nous voulons laisser cette dictature numérique du nouvel ordre mondial à la chinoise s'installer comme nouvelle norme, ou est-ce que nous voulons récupérer nos libertés et notre souveraineté? Est-ce que nous voulons rester des enfants soumis, ou est-ce qu'une fois pour toutes, nous voulons devenir des adultes responsables et autonomes et surtout libres? Je vous laisse sur cette question et je vous dis à bientôt.